Bonjour très chers compatriotes gabonais, en vos rangs, grades et qualités respectives. Vous êtes à l'émission Atmosphère, animée par Thierry et Sam David Mbelakouma. Et là, nous sommes du côté de la baie de Roi, où j'ai décidé ce matin de pouvoir évaluer ce qui se fait dans cette circonscription administrative et territoriale. Il y a tout de même plusieurs aménagements qui sont faits depuis l'arrivée du CTRI et c'est quand même des actes encourageants. Vous savez que les enfants sont en vacances, il n'y a pratiquement pas de lieu de loisirs, de plaisir, si ce n'est nos endroits frisés des fils de Bas-Quartier, des fils des quartiers Matiti, c'est-à-dire les lieux de buvette, les lieux de consommation de Moussoungou, ce vin local. Or ici, vous avez la possibilité de véritablement apprécier la générosité de notre nature. Vous imaginez un peu la beauté architecturale de notre ville avec ce fond marin qui constitue un véritable atout pour les touristes, mais également pour les populations des bas-quartiers que nous sommes. Donc je suis en train de faire cette excursion pour attirer l'attention des populations. Vous qui avez des enfants à bas âge, vous pourriez également les balader à la baie de Roi. Rien à voir avec chez moi la baie de Cochon. Et là, c'est une occasion propice pour moi pour vous faire voir cet espace paysager. Là, vous avez jusqu'au Perdu qui vient de s'agglutiner là. C'est un endroit quand même assez particulier, un espace luxuriant qui vous permet justement de pouvoir rêvasser. Et là, comme j'ai mes livres en main, je cherche plutôt un endroit où je vais m'asseoir, consommer une régabe bien fraîche. Ensuite, vous parlez du sujet de préoccupation de ce matin. Le sujet majeur de ce matin sera axé sur le référendum. Le référendum avec sa question préjudicielle qui est celle de la validation des actes du dialogue national inclusif. Les actes du dialogue national inclusif que d'aucuns ont qualifié d'exclusifs, y compris moi-même David Mbelakouma, pour la simple raison que nombreux sont des citoyens qui n'ont pas pu participer à l'élaboration des recommandations de ces actes de dialogue. Là, je suis à un stand africain où vous pourriez apprécier plusieurs artifices, des beaux colliers avec toute la beauté justement de l'Afrique. Madame, c'est combien le collier là? Le bracelet là? Vous pouvez m'accrocher un là, je ne sais pas si j'ai la monnaie là. Donc là, je vais faire plaisir à cette dame là, une gabonaise qui se débrouille. Elle va justement me coller mon bracelet. Voilà, vous savez que je suis quand même un gars qui était longtemps en Afrique de l'Ouest en diplomatie. Donc ce sont des gadgets que nous ne laissons jamais passer parce que c'est ce qui fait leur fierté là-bas en Afrique de l'Ouest. Donc je disais que tout à l'heure là je vais vous entretenir sur les actes du dialogue, le dialogue national inclusif. Je reviens madame.
Je vais chercher le boucle de mon épouse. Donc je parlais des actes du dialogue national inclusif que nous avons qualifié d'exclusif. Ces actes du dialogue qui doivent également être validés par le peuple souverain garant de la légitimité populaire et institutionnelle. Et je vous disais qu'il y a une seule question préjudicielle. Et là, je viens pratiquement à pic. Là, vous avez un jeune marié. Donc, c'est pour vous dire que c'est un site assez particulier. Voilà, donc là, vous avez ce jeune marié là avec sa belle-fille. Félicitations, monsieur le marié. Voilà, il a toute sa famille là avec son véhicule bien décoré. C'est l'occasion également de dire à mon frère Ngwapol de ne pas stresser. Parce que mon frère va se marier également demain. Donc là, je viens de trouver un endroit où je peux m'asseoir tranquillement. Hein? Boire une bière bien glacée. Voilà. Cher, vous avez la regable là? Ou bien je m'appelle le regable ici? Hein? 2500. C'est normal. Vous savez que c'est quand même un coin assez intéressant. Bon. Ah bon. Je vais arriver. Voilà. Donc c'est 2500 la récap. Je vous le disais que ici c'est pas la baie de cochon. Où la bière est à 500 francs ou à 600 francs. Non. Ici c'est le haut niveau, c'est le level. C'est le lieu de loisirs de la haute société. Ici vous rencontrerez facilement les nantis, les bourgeois, les aristocrates, les plutocrates émergents, avec les pseudo-nouveaux artisans, hein, les nouveaux riches, c'est comme ça qu'on les appelle, ceux-là. Donc, je vais également faire un effort, comme les autres, mais l'autre côté semble plus intéressant. Où est-ce que je vais m'asseoir? Où est-ce que je vais m'asseoir? Est-ce que je vais m'asseoir là? Je vais tenter de me frayer un chemin. Je vais d'abord regarder ici. Demander combien coûte une bouteille d'eau minérale. Chef, c'est combien l'eau minérale? L'eau minérale, c'est combien? 1500. Donnez-moi une bouteille. Voilà, donc je vais tenter de faire ce que Karl Marx parlait de la rationalisation, c'est-à-dire maximiser les satisfactions avec le minimum de coûts. Ça, c'est pour les purs économistes, hein, les économistes non gargantua, les économistes non boulimiques, les économistes non budgétivores. Donc, à la place de la régabe que je devais consommer à 2500, eh bien, je vais me contenter justement d'une bouteille d'eau minérale Anza à 1500 francs. Et je pense que c'est raisonnable. C'est raisonnable. J'aurais fait une économie de 1000 francs. J'aurais fait une économie de 1000 francs. Et je pense que c'est tant mieux aussi. Il est hors de question pour moi de faire semblant d'être un nanti. Il est hors de question pour moi de faire semblant d'être un nanti. Je suis un fils de prolétaire et j'accepte ce statut, non pas avec résignation, mais j'accepte ce statut avec plusieurs perspectives, hein, des perspectives d'ailleurs très reluisantes. Perspectives très reluisantes, parce que si à ma qualité de fils de prolétaire, j'ai pu justement obtenir la faveur du chef d'État par un véhicule flambant neuf, donc c'est pas... Bonjour madame. C'est pas un poste nominatif qui va me manquer parce qu'il y a quelques brebis égarés qui ne comprennent rien de ce que c'est qu'une transition, qui ne comprennent rien de ce que c'est que le maintien, justement, une transition. Donc je vous disais que je suis à la baie des Rois, rien à voir avec la baie des Tortues. Et je suis là pour faire une excursion, profiter de mon direct en le faisant dans un espace paysager assez particulier. Et là, je vous disais,
que j'allais vous parler justement de la question préjudicielle du dialogue national inclusif. Dialogue national inclusif. Dialogue national inclusif. Et que nous avons souhaité de tous nos voeux pour pouvoir justement évaluer les autorités actuelles de notre système étatique, c'est-à-dire les forces de défense et de sécurité. Les forces de défense et de sécurité qui ont apparu dans notre atmosphère politique de manière méticuleuse pour David Mberakouma, qui avait d'ailleurs prédit la chute du pouvoir d'Ali Bongo Ondimba et la récupération de ce pouvoir par les forces de défense et de sécurité. Donc je n'étais pas dans le secret de Polichinelle, mais en tant qu'évaluateur de politique publique, en tant qu'acteur politique, longtemps resté dans le système, eh bien, les indicateurs me prouvaient à raison que nous partions là avec une débâcle électorale et la chute du pouvoir d'Ali Bongo. Donc j'avais prédit minutieusement tous ces événements parce que je suis un évaluateur des acteurs politiques étatiques gabonais et je fais ce travail depuis plusieurs décennies. Et là, les forces de défense et de sécurité sont arrivées au pouvoir dans un contexte particulier parce que je vous le disais que les forces de défense et de sécurité étaient consignées dans la Constitution, cadenassées à l'intérieur de cette forteresse, à savoir que les forces de défense et de sécurité garantissaient les régimes librement consentis par le peuple souverain. Il était quasi impossible pour ces forces de défense et de sécurité d'avoir accès à des leviers de commande, d'avoir accès au pouvoir suprême. Mais aujourd'hui, avec le nouveau vent, tel que le vent de l'Est, de la Petroseca qui a frappé toutes les monarchies, toutes les dictatures en 1990, qui nous ont entraînés vers la rupture du monolithisme abject et sauvage que nous avons tous rejeté pour arriver au pluralisme démocratique. Donc la chute du parti unique. Et là, nous avons une fois de plus cette chute du parti unique qui n'a pas permis justement d'arriver à une véritable alternance démocratique des peuples africains. Partout, sur l'ensemble des territoires outre-mer, des territoires presque occupés par celui que je qualifie la France métropolitaine, cette France négrière et esclavagiste, et qui est à l'origine justement du choix de différents dirigeants des peuples africains, cette France qui nous empêche de rêver, qui nous empêche d'arriver à une véritable alternative démocratique, donc une démocratie pluraliste où le véritable vecteur est le suffrage électoral, donc le suffrage universel. Malheureusement, nous constatons avec beaucoup de regrets qu'il y a une résurgence justement des forces de défense et de sécurité au sein de notre ordonnancement juridique, brisant ainsi les règles de la démocratie pluraliste. Et c'est tant mieux ainsi. C'est tant mieux ainsi parce que cette intervention des forces de défense et de sécurité nous permet de mettre en rupture, de mettre au banc de touche tous ces hommes forts, tous ces dictateurs qui refusent justement de mettre en place une espèce de démocratisation pluraliste avec une saine confrontation électorale pour que les meilleurs puissent émerger. Donc, que vous soyez en Guinée, que vous soyez en Guinée équatoriale, au Congo et quelques autres pays pour le moment, au Cameroun, qui échappent justement la prise du pouvoir par des voies non démocratiques, mais le bitume est le même. Vous avez le Niger, vous avez le Tchad, vous avez le Gabon, vous avez le Congo. Mais la particularité du Gabon, c'est que nous avons pu réussir un coup d'État qu'on a qualifié de coup de liberté sans effusion de sang. C'est une véritable particularité du peuple gabonais et nous en sommes fiers. Parce qu'il y a longtemps, nous étions la risée au sein de la communauté internationale. Les gens se moquaient de nous parce qu'on avait un chef d'État qui n'avait pas toutes ses facultés cognitives, toutes les facultés requises, les facultés physiques, les facultés psychologiques, les facultés psychiatriques et autres, pour pouvoir continuer à avoir la barque du Gabon. Aujourd'hui, nous avons un chef d'État jeune, intelligent, avec des idées novatrices, des idées réformatrices. Et là, vous voyez bien le cadre dans lequel je me trouve actuellement, donc la baie de Roi, avec toutes les mutations, avec toutes les transfigurations qui se font sur cet espace. Aujourd'hui, qui devient vraiment un espace frisé, accessible à tout le monde. Donc je disais que je devais vous entretenir justement sur la question préjudicielle du dialogue national inclusif. Il y a une espèce d'opacité actuellement
sur les actes de dialogue national inclusif. Tous ceux qui ont participé à ces actes de dialogue national inclusif n'arrivent pas à expliquer aux Gabonais quelle est la réalité des faits, qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Ils n'arrivent pas à communiquer sur les 1000 propositions. Je dis bien, paraît-il qu'il y a eu 1000 propositions. Les 1000 propositions, certainement, elles sont dans un cursus, des propositions sur le plan politique, des propositions sur le plan économique, des propositions sur le plan social, sur le plan culturel, etc. Mais il n'y a personne, je dis bien personne jusqu'à présent, pour nous expliquer ces 1000 propositions, alors que nous avançons progressivement vers la phase fatidique qui sera la phase électorale. La phase électorale, donc la phase référendaire. Nous allons aller au référendum pour valider quoi? Pour valider les 1000 propositions qui sont consignées, contenues justement dans les actes du dialogue national inclusif. Et là, nous voyons déjà tous ceux qui ont été au dialogue national inclusif accuser l'actuel ministre, prétextant qu'elle aurait escamoté, qu'elle aurait manipulé les actes du dialogue. Mais tout cela n'est que de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi. Nous savons que nous avons 1000 actes que nous devons valider justement lors du référendum. Et que le référendum a une seule question préjudicielle. Il n'y a pas 10 000 questions, il n'y a pas 1000 questions préjudicielles, il n'y a rien. Le peuple va se prononcer sur une seule question préjudicielle, à savoir la validation de ces actes de dialogue ou pas. Et dans la validation de ces actes de dialogue, vous aurez également la validation du code électoral. Et d'ailleurs, le code électoral s'est déjà validé auprès de notre chambre bicamérale, donc la loi sur le code électoral. Tout le monde pourra la consulter. Mais pour le moment, jusqu'à présent, là également, il y a des véritables quiproquos. Nous n'avons pas pu, jusqu'à présent, retrouver cette loi électorale. Et il n'y a pas longtemps, j'ai interviewé Foumboulan, cet acteur politique que nous connaissons très bien, intelligent et brillant, qui d'ailleurs avait voté contre, mais malheureusement, il s'est soumis à la loi de la majorité. C'est ça le principe démocratique. Et je vois des gens parler de recul démocratique. Non, il n'y a aucun recul démocratique dès lors que les élus ont eu la possibilité de valider ou de refuter. Et là, nous allons progressivement vers l'organisation de ce grand référendum. Et il y a le ministre de l'Intérieur qui est en train de mettre des bouchées doubles dans le cadre de l'établissement justement des cartes nationales d'identité. Et là, je voudrais féliciter ce jeune compatriote, lui également doté d'une certaine intelligence, doté d'une certaine sagesse, d'une certaine humilité, et il est en train de faire progressivement marcher les choses jusqu'à ce que nous allons arriver au référendum. Le référendum, c'est le oui ou non. Il n'y a pas de question. C'est oui ou non. Dès que vous dites oui, vous aurez validé la Constitution, dont la monture également a été présentée certainement au chef d'État. Vous aurez à dire oui, vous aurez validé les 1000 actes du dialogue national inclusif. Nous ne savons pas si ces actes, les 1000 vont être validés de manière séparée ou bien les 1000 vont être validés de manière unitaire. Mais moi je pense que les 1000 vont être validés de manière unitaire. Maintenant, les acteurs justement de cette bataille, pour le oui ou pour le non, doivent se prononcer par l'énoncé de leurs motifs, l'énoncé de leurs motifs, la motivation de leurs actes face à cette question querelleuse entre le oui et le non. Et pour moi, David Belakouma, qui a choisi d'ailleurs de poursuivre le chronogramme du chef d'État, eh bien, je voterai pour le oui. Il est bien vrai qu'il y a plusieurs questions querelleuses à l'intérieur de ces 1000 actes. La question sur la suspension des partis politiques, la question sur le régime présidentiel rigide, la question sur le code électoral, etc. Malheureusement, c'est un groupe compact. Je ne peux pas avoir validé certains actes au détriment d'autres actes. Donc, moi, je suis un partisan du oui. Et les motifs, justement, je donnerai les raisons fondamentales de ma persistance pour un vote bon gré, malgré moi, pour le oui. Donc d'ici là, j'organiserai un point de presse où j'évoquerai les raisons auprès des populations qui vont me pousser à voter pour le oui. Et je motiverai justement ma réponse auprès des populations, mais tout en restant objectif.
tout en restant objectif. Il est bien vrai qu'il y a la raison d'État qui prime sur le fait que nous avons un chronogramme, un calendrier électoral qu'il nous faut impérativement respecter. Mais quand cela ne tient, nous sommes obligés d'agir ainsi. Nous n'avons pas été les participants de ces actes du dialogue, mais en ma qualité de citoyen, je n'ai pas d'autre choix que de valider ceux-là qui ont été choisis comme étant des représentants du peuple souverain à l'intérieur des commissions du dialogue national inclusif. Mais il vous souviendra que lors de ce processus de dialogue national inclusif, moi, David Berakoma, avait opté plutôt pour un régime présidentiel, un régime semi-présidentiel. Donc un régime semi-présidentiel flexible avec une espèce de séparation stricto sensu de pouvoir. Cette séparation de pouvoir qui avait été énoncée par Montesquieu dans son célèbre ouvrage L'Esprit de la loi. La séparation de pouvoir est assez importante parce que nous sortons d'une dictature féroce du système Bongo-PDG, ce système chaotique, ce système eschatologique, ce système précambien, néo-sapien, et qui a jeté le peuple vers des affres de la misère, la paupérisation, la pauvreté la plus inimaginable. Donc il s'agissait pour nous de ne plus revenir vers les réminiscences justement de ce passé monolithique, ce passé avilissant, déshumanisant, et qui n'a pas permis justement d'aider les acteurs politiques et étatiques les plus brillants à faire valoir leurs compétences. Et ce n'est pas moi, David Berakoma, qui vous dirait le contraire pour avoir été victime de toutes les afflictions, de toutes les flagellations à cause de ma liberté de ton, ma liberté d'expression et d'opinion. Et ça, tout le monde le sait. Il n'y a personne qui pourra justement me voler cette expression de liberté. Parce que je suis un libertin, je suis né libre et je mourrai libre. Il n'y a personne qui pourra entraver ce processus. Il faut bien que les gens le sachent. Donc il y a cette question du régime présidentiel rigide qui est une question quand même assez préoccupante parce que le régime présidentiel rigide et qui a été choisi par nos acteurs du dialogue national supposerait que après l'élection présidentielle à venir, nous aurons la mise en place d'un régime présidentiel rigide avec un chef d'État qui sera également chef de gouvernement. Donc le chef d'État sera également chef de gouvernement. Et le chef d'État ne pourra plus dissoudre l'Assemblée nationale, comme c'est le cas dans les véritables démocraties pluralistes, comme celle qui se vit en France actuellement, où le président Macron avait dissous l'Assemblée nationale, et là, cette Assemblée est répartie aux élections. Et c'est ce genre de mécanisme-là que je parlais d'un régime présidentiel flexible qui permet justement au pouvoir d'arrêter le pouvoir. C'est que l'exécutif est contrôlé par les deux chambres bicamérales avec la possibilité d'un vote de défiance au Premier ministre qui est celui qui était chargé de conduire la politique du chef d'État. Et le chef d'État également avait la possibilité, en cas de méfiance, d'arriver à démettre justement les députés de l'Assemblée nationale et les renvoyer aux urnes. Ça, je pense que c'était le meilleur système présidentiel qu'on aurait pu envisager. Malheureusement, ils ont opté pour un régime présidentiel avec un durcissement, un renforcement des prérogatives de puissance publique du chef d'État, qui sera en même temps président de la République, mais également chef de gouvernement avec un vice-président dont il déléguerait un certain nombre de prérogatives de puissance que nous ignorons pour le moment pour pouvoir l'accompagner dans cette tâche de recherche et de développement des cactus de nos villes et villages qu'il faudra nécessairement transformer en pôle attractif de développement. Donc le régime semi-présidentiel, je vous le disais, est celui-là qui nous aurait permis quand même de protéger un certain nombre de libertés. Les libertés d'action, les libertés de manifestation, les libertés d'association, les libertés de formation de partis politiques, etc. Donc c'est ce régime présidentiel flexible qu'on aurait dû envisager. Malheureusement, les tenanciers du dialogue national avec les représentants du peuple souverain que nous sommes ont plutôt voté pour un régime présidentiel rigide. Et ce régime présidentiel rigide également aura plusieurs conséquences. J'aurai l'occasion de développer les conséquences, mais il y aura également plusieurs aspects positifs. Mais ces aspects positifs, quand même, nous les relèverons une prochaine fois.
nous le relevons une prochaine fois. Il y a eu la question querelleuse également sur la suspension de formation politique. Un petit pays comme le Gabon, avec plus de 104 formations politiques, était totalement aléatoire. Hein. C'est des partis politiques d'ailleurs, certains sans élus et sans idéologie. L'idéologie qui est un système de valeurs basé sur une certaine conception de l'homme et du pouvoir. Or, ces partis politiques n'ont aucune véritable conception de l'homme, aucune véritable conception du pouvoir. Et ils sont là, ils étaient là comme des espèces de caisses de résonance à la recherche des gargotes très bévues, des partis politiques qui en réalité jouaient le rôle de chantage, de maître chanteur. Or, s'il fallait arriver à véritablement mettre en branle des mécanismes sur la restauration de ces formations politiques, eh bien, nous n'en aurons pas 10 dans notre langue de nos politiques. Et la suspension du parti politique peut être justifiée pour pouvoir justement arriver à un aménagement de ces formations politiques, arriver à une nouvelle législation de ces formations politiques pour faire en sorte que les partis politiques qui doivent concourir à l'expression du suffrage, mais doivent également jouer un rôle de moralisateur de la vie publique, un rôle éducatif, un rôle instructif, mais également un rôle pédagogique. Vous avez également une autre question querelleuse aujourd'hui qui fait beaucoup de tabous sur la toile. C'est la question justement de la mise en retrait des acteurs politiques étatiques du Parti démocratique gabonais pour une durée de 3 ans. Lors des processus électoraux, ce n'est pas évident qu'ils vont y participer. Et cette suspension-là engage également les alliés du Parti démocratique gabonais. Et il y a un véritable débat sur la toile qui a été d'ailleurs amplifié par l'actuel Premier ministre, c'est-à-dire Ndonsima, qui disait que la suspension de ces partis politiques-là est une pure démagogie. Une pure démagogie. Ce sont les propos de l'actuel Premier ministre. Une pure démagogie. Je ne sais pas ce qu'il entend par le caractère démagogique de cette suspension, alors que nous voyons bien que la suspension de ces partis politiques n'est qu'à titre conservatoire, le temps de voir clair comment définir un autre cadre formel de création de partis politiques avec des critères un peu plus restrictifs, des critères un peu rigides pour permettre véritablement à ceux qui vont se lancer dans l'aventure de la construction des partis politiques de respecter justement le suffrage universel, mais de respecter le caractère de mobilisation, le caractère d'encadrement, le caractère de restructuration de tous leurs militants, etc. Donc ce n'est pas une vue de l'esprit que de suspendre de manière momentanée les partis politiques. Et d'ailleurs, nous constatons que même avec la suspension de ces partis politiques, puisque la mesure n'a pas encore totalement intervenu, on voit bien d'autres compatriotes qui arrivent à créer chaque jour des partis politiques. Ils arrivent à se mettre sur le terrain pour commencer à muter les masses, pour pouvoir adhérer au sein de leur parti politique. Donc ceux-là, ils sont en train d'arriver à une gestion prévisionnelle de ces partis politiques. Donc ils prennent le devant pour pouvoir ne pas être pris à court, car le temps est assez précieux. Nous avons une élection présidentielle à organiser en août 2025. Et pour les évaluateurs politiques publics comme David Blakoma, c'est important de prendre le problème à bras le corps. Vous avez également Paul Biogumba, qui est vice-président du Parti démocratique gabonais, c'est-à-dire le parti déchu, qui disait que la suspension des partis politiques a été une décision émotive qui vient d'émotion. Hein, vous savez, il y a un grand auteur qui disait que la raison est... Bon, bref. Donc, une décision émotive, c'est une décision passionnée. Une décision qui ne tient pas compte d'un certain raisonnement, d'un certain cartésianisme, d'une certaine rationalité. Et là également, je reviens pour dire que cette décision n'est pas émotive, c'est plutôt une décision sage, une décision louable, une décision salvatrice, parce qu'elle permet de discipliner les acteurs politiques étatiques et leur formation politique. Discipliner leurs militants, parce que nous avons bien vu que 104 formations politiques, s'il faut arriver à 6 000 militants pour légaliser un parti politique, vous prenez 6 000 militants, vous multipliez par 104 formations politiques, et bien vous allez arriver
à des variables quand même assez importantes. Or, pour la faible population que nous sommes, pratiquement un coin électoral de plus de 600 à 800 000 personnes, 104 partis politiques, vous voyez bien que le fichier est totalement dénudé. Cela veut dire que le militant du Parti démocratique gabonais, et en même temps ceux mêmes militants qui ont cercle les libéraux formateurs, c'est en même temps ceux militants qui est au sein du Parti social-démocrate du gouvernement de Boutassou, c'est le même militant qui est également à l'ADR, etc. Or, un militant doit adhérer à une seule formation politique. Donc, ce sont les raisons qui font en sorte qu'il faut arriver à réorganiser, structurer toutes ces formations politiques. Puis encore la loi sur le financement des partis politiques. On ne va pas financer des partis politiques qui n'ont pas d'élus, qui n'ont pas de suffrage, où il n'y a rien. Les partis politiques sans élus, et longtemps, ils se sont enrichis comme ça. Donc là, je voudrais féliciter ceux qui sont allés au dialogue, qui ont participé justement à la confession de toutes ces lois-là, toutes ces propositions-là. Il est bien vrai, il y a des propositions qui sont querelleuses, mais malheureusement, c'est la volonté de nos représentants. C'est la volonté de nos représentants et nous devons nous aligner. Donc j'invite l'ensemble des compatriotes gabonais lors du processus électoral référendaire en décembre prochain de voter pour, de ne pas voter contre. Parce que nombreux sont les acteurs politiques qui savent que leur compte est scellé, qui ne pourront pas participer à la prochaine élection présidentielle. Parce que ces gens-là auraient pu être poursuivis pour haute trahison, pour concussion, pour détournement de fonds publics, par bande organisée, pour escroquerie électorale, pour chantage. Donc ce n'est pas les chefs d'accusation qui manquent à toutes ces personnes. Malheureusement, elles ont été protégées par l'actuel détenteur exclusif du pouvoir et ils arrivent à rendre à notre héros national un caprice en monnaie de singe. Je ne dirais pas une caprice, mais un caprice en monnaie de singe. Parce que nous connaissons bien tous ces acteurs étatiques. Sans les forces de défense et de sécurité, ce système rétrograde-là se serait pérennisé. Voilà. Donc, je viens d'abord m'arrêter par là, le temps de souffler, boire mon litre d'eau minérale à 1500 francs, c'est raisonnable dans ce beau lieu qui vous fait penser quand même à certains pays développés. Et je suis très heureux d'être là. Certainement que d'ici samedi prochain, je vais me retrouver là avec ma charmante épouse et mes 2 enfants, et mes Prométhée, pour pouvoir également apprécier le confort de cet espace. Vous avez même la braise, assiette équilibrée, vous pouvez manger les gambas ici. Donc, dimanche prochain, je vais faire un effort aussi, d'amener mon épouse ici, faire semblant aussi d'être un aristocrate, l'espace de 40-50 minutes. Mais je suis fier d'être un fils de prolétaire. Ça, je le dis avec toute la force de mon intime conviction. Il est hors de question pour moi d'abandonner mon quartier. La baie de Cochon, c'est mon univers. D'ailleurs, au sorti de ce direct-là, je vais me retrouver à la baie de Cochon là-bas pour me retrouver avec les miens et poursuivre ce débat dans mon quartier. Je voudrais attirer l'attention du général de brigade Brice Koto Ligigema sur la nécessité pour lui d'être vigilant. Mais d'avoir une retenue assez prudente. Parce qu'il y a plusieurs acteurs politiques en son sein, dans son rang, qui sont en train de travailler pour un vote négatif, donc un non. Et ils font tout pour amenuire progressivement le capital social du chef d'État, détruire justement sa cote de popularité pour que nous arrivions en décembre totalement désenchantés. Donc il serait souhaitable que le chef d'État puisse prendre la mesure de l'enjeu référendaire pour qu'il puisse mettre hors d'état de nuire tous les saboteurs, les conspirateurs, les délateurs, les déstabilisateurs, les calomniateurs de cette transition. Il vous souviendra qu'il y a eu un jeune compatriote qui a attiré déjà l'attention du chef d'État sur
un certain complot au sommet de l'État dans le système de nomination des cadres administratifs, économiques et financiers de notre architecturation étatique. Et là, nous avons vu le départ du directeur général du budget et les raisons évoquées sont justifiées. Mais je reviendrai également sur la question parce que hier j'ai fait un direct sur les agents de la direction générale de l'économie et du budget. Certains ont été nommés à tort, ne répondant pas aux critères pour être directeur et malheureusement pour eux, ils ont violé le texte. Il faut être en catégorie A, hiérarchie A1. Catégorie A, hiérarchie A1. Et demain, je vais vous donner les noms des directeurs qui ont été nommés alors que certains sont en catégorie B1. Certains sont même en attente d'un hypothétique reclassement. Puis, il y a même certains membres de la main-d'œuvre non permanente qui ont même été nommés. C'est des situations que nous ne devons pas accepter. Nous ne devons pas accepter ce genre de situation. Il y a le statut général de la fonction publique qui parle de l'égalité de traitement des agents. Chez nous, au ministère des Affaires étrangères, vous ne pouvez pas être nommé ambassadeur si vous n'êtes pas en catégorie A1, ce n'est pas évident. Mais il y a toujours certaines brebis galeuses, certaines brebis égarées qui arrivent comme ça à toujours filer entre les mailles du filet. Nous ne savons pas comment ils arrivent à faire, à tromper la vigilance du Conseil des ministres, à vouloir réduire comme ça le chef d'État comme un pitre, comme quelqu'un qui n'arrivait pas à comprendre la réalité de ce qui se fait. Alors que nous avons un secrétaire général du gouvernement, nous avons plusieurs personnalités et qui doivent valider ces actes-là avant la nomination, qui doivent vérifier le cursus, le parcours académique ou même universitaire de toutes ces personnes qu'on parachute comme ça, telles des comètes spatiales dans des postes stratégiques et avec pour résultat une catastrophe économique et financière avec tous les déboires dont nous connaissons aujourd'hui avec cette dette de notre État et qui est en train d'osciller des taux quand même assez inquiétants. Des taux assez inquiétants, plus de 70%, alors que la norme c'est 70% dans la sous-région. Eh bien, nous sommes certainement l'un des pays déjà qui a dépassé ce seuil de tolérance. Et le dépassement de ce seuil de tolérance est justifié dans la mesure où on voit bien les nouveaux nantis, les nouveaux gérants de pouvoir en train de s'agglutiner avec une espèce de voluptuosité. Aujourd'hui, ce sont les nouveaux riches et ils étalent avec insolence leur niveau de vie et oubliant que lorsque vous volez un bœuf qui aurait pu nourrir tout un village pour que ce bœuf se retrouve en train de pourrir dans votre maison, eh bien vous faites le mal à l'État. Et je vous le dis, vous pouvez tout faire. À beau vous faire passer pour des brillants intellectuels, pour les brillants économistes, eh bien les indicateurs macroéconomiques vont vous rattraper. L'endettement va vous rattraper parce que les partenaires au développement, et particulièrement les partenaires économiques et financiers, n'ont que foutre de votre système politique que vous allez mettre. Tout ce qui les intéresse, c'est l'argent, l'usufruit. L'argent qui a trois implications, l'usus, le droit d'user de l'argent, l'abusus, le droit d'abuser de l'argent, et le fructus, le droit de fructifier leur argent. Les bailleurs de fonds, eux, ils parlent de fructifier leurs fonds. Donc, si vous prenez l'argent public que vous dépensez pour nourrir justement l'héroïsme fantasmagorique de vos copines, de vos épouses, femmes et enfants, mais vous courez le risque de précipiter l'État dans des déboires. Donc, si nous arrivons comme la Grèce à un taux d'endettement à 75 ou 80%, eh bien, vous pouvez être sûr que l'État va être en faillite. Et vous aurez confirmé ce que disait le brillantissime économiste Ondosa depuis plusieurs années, et que si nous ne faisons pas attention, eh bien, nous pourrions nous retrouver en cessation de paiement. Donc, la cessation de paiement est plus qu'un complot. C'est plus qu'un complot. Si nous arrivons à la cessation de paiement, je vous dis, c'est plus qu'un complot. Et là, vous allez vous retrouver avec les plus pires difficultés, avec des programmes d'ajustement structurel de plus en plus rigides et restrictifs qui vont vous être imposés par le Fonds monétaire international. La dévaluation du franc, la réduction sauvage du train de vie de l'État, avec une fois de plus le blocage des situations administratives, sans compter la réduction de la masse salariale qui peut entraîner encore des licenciements dans les administrations, sans compter. Attention, je vous dis, faites attention, faites attention.
Faites attention. La gestion des deniers publics actuelle, je vous dis, cette gestion-là n'arrive pas à satisfaire l'intérêt du plus grand nombre de personnes. Faites attention. Faites attention. Ne sabotez pas la transition. Parce que si vous sabotez cette transition, je vous le dis, moi, David Mbelakouma, je vais vous aider à tout perdre. Je vais vous aider à tout perdre. Parce qu'il est hors de question que nous arrivons à souffrir dans nos bas quartiers et que même les fils de Matiti, des bas quartiers comme nous, qui aujourd'hui, par l'ère de la transition, se retrouvent à des stratifications sociales très élevées, rien à voir avec leur cursus scolaire et universitaire, et que ces gens-là arrivent à nous narguer. Non seulement ils arrivent à nous narguer, mais pire, ils arrivent à mettre l'économie entière de tout un pays en danger. En danger. Donc, continuez à blaguer avec votre vie. De toute façon, c'est vous qui êtes au pouvoir, c'est vous qui avez les leviers du pouvoir, c'est vous qui devez défendre vos privilèges patrimoniaux, c'est vous qui devez défendre vos copains, vos fantassins, vos chinoiseries et maroquineries. Nous, on est comme Makchos, pour moi, quoi, Makaya. Donc, nous sommes les fils de la bougie. Donc, avec mon frère, le général de Mapan, Gaël Ayoun, avec Eric Otete, avec Kalmoudouma, avec Dedeno Ouza, Kemel Kelsen Mouleka, Ismaël Primi, nous sommes nombreux comme ça. Et nous avons appris à survivre dans le désert. Donc s'il y a un véritable cataclysme d'une économie qui va désenchanter, eh bien, nous ne serons pas les plus grands perdants. Nous arrivons à faire 3 jours, 4 jours sans boire, sans manger. Donc s'il y a une véritable crise, un véritable cataclysme, eh bien, c'est certainement leurs propres enfants qui mourront le premier. Mais pour le moment, comme ils ont beaucoup de milliards cachés dans les maisons, ils ont encore beaucoup de réserves de fonds, beaucoup de réserves de nourriture, beaucoup de réserves d'eau, beaucoup de réserves en tout. Donc pour le moment, la crise leur importe peu. La crise leur importe peu. Donc il faut remercier le général de brigade. Vraiment, il faut féliciter ce héros national parce qu'il vous a aidé. Le général de brigade vous a tellement aidé. Parce que nombreux de ces Irak du Parti démocratique gabonais, nombreux de ces Irak des partis alliés du Parti démocratique gabonais, nombreux de ces Irak des partis de l'opposition actuellement devaient être dans des beaux draps. Parce que cet argent de l'État qu'ils ont volé par-ci par-là, cet argent-là peut nous servir à payer la dette, à financer notre croissance économique. Et cet argent peut nous permettre d'accélérer le processus de croissance économique dans le pays. Malheureusement, le général de brigade, à cause de son humanité, il a préféré protéger toutes ces personnes. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons dans les plus pires difficultés. Vous étiez à l'émission Atmosphère du côté de la baie de Roi, animée par Thierry Sam David Mbelakouma, le minotaure de la baie de Cochon, non pas la baie de Roi, frappé du saut du savoir et l'onction de la faculté. Nous nous retrouvons tout à l'heure vers les 17h. Je vous reviendrai avec un autre sujet de ma part.